bonjour, enchanté, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai eu une activité double à la fois d'expert et d'architecte pendant plusieurs décennies. Et je vais vous parler donc de ce qu'on appelle l'acte de bâtir, en rappelant un peu la particularité de l'acte de bâtir. Premièrement, l'acte de bâtir est de créer un ouvrage unique, genre on va appeler ça un prototype, mais qui plus est, toute la communauté qui intervient dans la construction au bénéfice d'un maître d'ouvrage, donc qui est une personne régulièrement renouvelée, toute cette communauté est variable, elle change en fonction de l'ouvrage, en fonction du prototype, et qui plus est, la géographie n'est jamais la même, donc ce qui aggrave encore, là, ou sinon qui complexifie le système de l'acte de bâtir. Alors d'abord, les particularités de l'acte de bâtir. Il y aura toujours un maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne pour le compte de qui on édifie l'immeuble en question ou l'ouvrage en question. Face à ce maître d'ouvrage, il y a un ensemble de personnalités qu'on appelle les constructeurs. Et il y a un contexte contractuel particulier. Soit il y a une unicité de contrat, cette fameuse unicité de contrat, qui est toujours chère, je suppose, au Crédoc, puisque dès 1976, ça a fait l'objet d'une importante littérature. Et l'unicité de contrat, c'est le contrat du maître d'ouvrage avec un entrepreneur seul, s'il s'agit de menus ouvrages ou de travaux accessoires, ou un contractant général, ou un nouveau profil qu'on commence à voir un peu partout, c'est-à-dire le concepteur-réalisateur. Mais face à cette unicité de contrat, vous avez toujours l'ancien système que je vais qualifier d'ancestral, qui remonte au 19e et au 20e siècle, qui est la pluralité de contrats avec le recours à des actes séparés et qui sont assurés. Alors, suivant la typologie habituelle et traditionnelle, il y a pour faire simple, un maître d'œuvre, des entreprises et, on va dire, un contrôleur technique, outre éventuellement un coordinateur de sécurité. Mais plus encore, il y a maintenant un nouveau personnage qui est issu un peu du démembrement, pas un peu, mais qui est issu du démembrement des schémas ancestraux que je viens d'évoquer. Et ce nouvel acteur, il me semble indispensable de l'évoquer parce qu'il rentre également dans ce schéma qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le devoir d'information et le devoir de conseil. C'est ce qu'on appelle l'assistant maître d'ouvrage. L'AMO a deux statuts potentiels, notamment en matière privée. Soit il intervient comme pur conseiller, sans mandat, c'est-à-dire il n'apporte que du conseil au maître d'ouvrage, soit, et on le retrouve dans la construction et dans les marchés publics, celui de mandataire, où là le profil est un peu différent. C'est caractéristique bien sûr des marchés publics. Alors, cet acteur, donc je viens de le dire, n'est pas étranger au devoir d'information et de conseil, et il est attributaire de cette fonction d'information particulière, à savoir qu'il lui revient d'alerter le maître d'ouvrage au manque de vigilance des acteurs de l'acte de bâtir. Il a le devoir aussi d'alerter le maître d'ouvrage et d'anticiper sur les risques pouvant naître de défaillances perceptibles qui, lui, spécialiste professionnel de l'acte de bâtir, peut visualiser, peut appréhender à l'analyse visuelle ou des documents qui sont produits émanant des autres acteurs. Et la nature de conseil et d'information de ce qu'on appelle l'AMO, l'assistant maître d'ouvrage, ne se confond pas avec celle des acteurs du bâti. Selon l'unicité de contrat ou la pluralité de contrat avec le maître d'ouvrage, qu'il soit consommateur, il faut encore différencier. Le maître d'ouvrage institutionnel, on a déjà abordé ce thème, enfin du moins ce vocable tout à l'heure, qui peut être un promoteur bien évidemment, qui est rodé au vocabulaire méthodologique et technique de l'acte de bâtir, qui est rodé au piège de l'acte de bâtir, au risque de l'acte de bâtir, et qui connaît donc parfaitement les conditions dans lesquelles on peut réaliser les ouvrages. Et face à ce premier profil de maître d'ouvrage, il y a le profane, suivant le terme qui a été utilisé tout à l'heure. Je dirais même que ça va même plus loin, parce que vous avez des profils de candides, ce qui est encore pire, hein, inconscient des enjeux financiers et techniques générés par, et c'est toujours généralement là que se posent les problèmes,
inconscient des risques pour l'exploitation ultérieure de l'ouvrage pour lequel il a sollicité l'intervention de spécialistes, c'est-à-dire des constructeurs. Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui savent, qui achètent consciemment une responsabilité. Vous avez des spécialistes de l'achat de la responsabilité décennale. Généralement, c'est plutôt des institutionnels, mais vous avez aussi les privés qui ont fait une première expérience, puis qui en font une deuxième, puis qui en font une troisième, qui en abusent, et excusez-moi d'utiliser ce terme, parce qu'il est réel et il existe, et qui trichent, notamment en matière de vices apparents et de vices cachés. Enfin, il y a ceux qui s'égarent par inculture, avec une totale innocence, et qui considèrent que la responsabilité décennale qu'ils ont achetée, c'est la responsabilité miracle, la remède à tous les maux, y compris ceux liés à la gestion malheureuse du contrat de construction. Alors, en matière d'information et de conseil, je pense que le bâtiment est un peu spécifique en ce sens qu'il y a une hiérarchie dans l'énoncé du conseil et de l'information et dans la transmission aux bénéficiaires de l'information et du conseil. La notion de pluralité des contrats fait naître une pluralité des sources, c'est évident. Pluralité des sources avec des gens qui se retrouvent dans une communauté d'action pour un seul produit, qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'œuvrer ensemble et qu'il est toujours difficile d'associer dans une même finalité parce que les caractères sont différents, parce que c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble et puis parce que dans la pratique française, on n'est encore pas arrivé à une élaboration des relations contractuelles extrêmement précises et poussées. L'information et le conseil sont bien évidemment, et je pense que là tout le monde sera d'accord, totalement indissociables de la qualification de l'acteur, qu'il soit maître d'œuvre ou qu'il soit entreprise. Et on est, depuis quelques années maintenant, dans des situations où les exigences environnementales créent des obligations d'information de conseil qui sont encore plus conséquentes puisqu'elles deviennent exogènes, si je peux les appeler comme ça, par rapport aux obligations d'information et de conseil qui étaient spécifiques au produit pour lequel les acteurs, les participants à l'acte de bâtir étaient missionnés. Donc, si pluralité de contrats il apparaît une notion de hiérarchie dans la transmission de la donnée. Et le maître d'œuvre, qui a reçu délégation de manager la construction ou l'acte de bâtir en général par le maître d'ouvrage, vient en synthétiseur des données transmises par les autres acteurs que sont les entreprises. L'entreprise, par nécessité, module son information, module ses conseils au bénéfice du maître d'ouvrage, parce que, d'une part, elle n'a pas de relation directe avec lui, puisque c'est le maître d'œuvre qui fait l'interface, indépendamment du contrat qu'ils auront pu signer entre maître d'ouvrage et entrepreneur, et surtout parce que l'entreprise n'est pas concepteur, je suis dans le schéma général, et que l'entreprise intervient donc a posteriori. Donc, le devoir d'information et de conseil de l'entreprise est plus limité que le devoir d'information et de conseil de ce personnage qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, dans le cadre de la pluralité de contrats, alors que dans l'unicité de contrat, il y a un contractant, et ça simplifie bien évidemment tout le schéma.